Violette Chachki, Nicky Doll, Trixie Mattel, ou chez nous la Big Bertha, la Grande Dame ou encore la Briochée, si ces noms ne vous disent peu ou pas grand-chose, vous vous doutez cependant un peu de ce qui leur tourne. Aujourd'hui, la culture drague est visible et reconnue. Malgré les assauts qu'elle subit encore bien malheureusement de la part d'un, on va dire, conservatisme obtus, elle est toutefois acclamée par une bonne partie du monde, comme le prouvent les scores d'audience de l'émission RuPaul's Drag Race. Tout le monde a déjà vu ou ne serait-ce qu'un extrait d'une performance, et ses pratiquants et pratiquantes sont des personnalités publiques. Cependant, vous vous en doutez bien, il n'en a pas toujours été ainsi. Si la figure du drag, toute catégorie confondue, a pas mal évolué au cours du temps, elle reste éminemment liée à son époque et au contexte politique. On vous en dit un peu plus dans la suite de cette vidéo. Avant d'entrer un peu plus dans le vif du sujet, il faut se mettre d'accord sur les définitions. La culture drague vient en effet avec un vocabulaire bien souvent méconnu et que l'on finit par mélanger. Alors, on peut déjà commencer par se dire qu'il est assez compliqué de poser une définition ferme sur le terme drague. Ceci car il existe une infinité de pratiques, de styles, de catégories, sans compter la dimension individuelle de la performance, voire de la performance de l'individualité. Mais ne partons pas trop loin pour le moment. Pour essayer de clarifier un peu, on va rassembler tout ça. En général, le drag est une pratique qui vise à se créer un personnage via des accessoires, du maquillage, une attitude, etc. et à offrir via celui-ci une performance, souvent amplifiée, voire caricaturale ou parodique, d'un genre féminin, masculin ou autre. Une drag queen est une personne, souvent un homme mais pas que, qui performe la féminité. Un drag king est une personne, souvent une femme mais pas que, qui va performer la masculinité. Voilà pour les catégories les plus connues, mais il en existe plein d'autres, comme les drag queer qui sont des personnages gender-fluid ou non-binaires, les genderfuck qui mélangent les codes, comme la Big Bertha qui est une drag queen avec une barbe, ou voire carrément des personnages qui peuvent être des animaux ou des créatures, comme des licornes et que l'on décrit comme drag things. En dehors de ces catégories, il existe également un certain nombre de termes qui gravitent autour de la culture drag. Le transformisme est une performance qui consiste à imiter une célébrité, quel que soit le genre de celle-ci. On ne se crée pas ici un personnage, comme c'est le cas dans le drag. Le Club Kid est une culture punk queer, popularisée à New York dans les années 80 et qui a pas mal influencé le drag. Enfin, pour clarifier la confusion la plus souvent diffusée, nous reprendrons les justes mots de la drag queen Gaïa Impériale. Transgenre, c'est ce que tu es, et drag queen, c'est ce que tu fais. Être transgenre, en effet, relève d'une identité, tandis qu'être drag queen ou king relève d'une performance, d'un art qu'on présente au monde. Dans le drag, il ne s'agit pas de changer de genre, mais plutôt de le questionner, de sublimer sa complexité. Un personnage de drag queen sublime souvent la part de féminité d'un homme cisgenre, qui souhaite donc se réapproprier cette part de sa personnalité. Le drag contient en son essence donc une bonne part de subversion, car il s'agit de la remise en question des normes sociétales. En ce qui concerne l'histoire et l'étymologie du mot drag, on lui connaît deux origines probables. La plus connue est celle de la phrase « dressed as a girl », dont drag serait l'acronyme du coup. Ou alors, le mot viendrait du verbe anglais to drag, qui signifie traîner et qui ferait référence aux travestis qui laissaient traîner leurs jupons. Ce qui est clair, c'est qu'on n'est pas du tout sûr de la première fois où ce mot a été employé, mais on sait cependant que c'est assez récent. Cependant, des pratiques de performance du genre, on en retrouve plein dans l'histoire et la culture. Il est assez compliqué d'établir une histoire du drag, ceci car il s'agit d'une culture qui a pendant longtemps été marginalisée, donc underground, cachée. Les informations sont donc difficiles à trouver et à recouper. Il existe aujourd'hui, fort heureusement, de plus en plus de contenu sur le drag moderne, mais qu'en est-il des origines avant que le drag ne s'appelle le drag ? Le plus simple est alors de remonter le cours de l'histoire et des cultures en suivant la trace de la pratique du travestissement. Et là, il y a pas mal de choses à dire. Cette pratique a toujours existé et suivant les époques a été jugée, voire punie, ou normée et acceptée. Comme quoi, une même pratique peut être complètement acceptée ou dérangée, suivant là où on se place sur le globe ou sur la frise chronologique. Commençons notre investigation par le commencement, et en particulier la culture classique. Dans la mythologie grecque, on trouve beaucoup de personnages, dieux ou héros, qui se travestissent ou carrément se métamorphosent. Le héros Achille, par exemple, est travesti en fille par sa mère afin qu'il ne soit pas envoyé à la guerre de Troie. Le devin Tirésias, dans la version d'Ovide, se métamorphosa une première fois en femme avant de revenir à sa forme masculine. Et ce ne sont pas les seuls, et ce serait trop long de tout détailler, sans compter toutes les mythologies à travers le monde. On vous laisse nous partager vos meilleurs exemples en commentaire. Dans le monde réel, le travestissement a également existé, même si on peut distinguer les pratiques liées à la performance scénique et celles plus quotidiennes, qui recouriraient plutôt à une expression identitaire, mais aussi celles des hommes et celles des femmes qui ne revêtent pas tout à fait les mêmes significations. Pendant de nombreuses décennies, un peu partout sur le globe, les femmes ne furent pas admises sur la scène des théâtres.
On usait alors d'acteurs masculins qui se travestissent en femmes pour les remplacer. Le théâtre grec antique et celui anglais sous Élisabeth Ier, par exemple, suivaient cette pratique, mais aussi l'opéra chinois ou le théâtre kabuki au Japon, pourtant créé par une femme, la prêtresse Okuni, au XVIIe siècle. Dans ces derniers cas, les hommes qui jouent les rôles féminins sont appelés les onagata. Dans la vie réelle, on peut citer pas mal d'exemples également de personnages qui se sont habillés en femmes ou du moins ont utilisé des codes jugés comme féminins dans le quotidien, et du beau monde même. Le frère de Louis XIV, Philippe d'Orléans, qu'on appelle aussi Monsieur, adore se déguiser d'une manière générale et se montre souvent en habit féminin. Il faut nuancer ici cependant le propos, en ce que la plupart des exemples que nous offre l'histoire sont issus de la bonne société privilégiée, ce qui aide pas mal à faire accepter ce penchant, comme on l'appelait, même si toutefois il n'était pas exempt de critiques et autres jugements, loin de là. L'interdiction et la répression quant au travestissement étaient cependant plus souples. Pour le reste de la population, le fait de revêtir l'habit féminin pour un homme et masculin pour une femme était très mal reçu. Ce sont les normes et rôles sociaux qui sont ici remis en question et on n'accepterait pas qu'une faible femme sorte de sa condition ou qu'un homme se voit diminué par une assimilation à la nature féminine. C'est le même raisonnement d'ailleurs avec l'homosexualité à laquelle le travestissement est souvent associé à tort. L'homme est actif, puissant, tandis que la femme est passive et douce, mais c'est un autre sujet à approfondir. On notera tout de même les changements qui se sont effectués depuis les costumes longs du Moyen-Âge portés par les hommes, ou encore l'exception qui a longtemps représenté le monde de l'enfance. Jusqu'il n'y a pas si longtemps donc, les petits garçons, tout comme les petites filles, étaient souvent vêtus de robes. Plusieurs raisons à cela sont évoquées par les historiens, mais la plus courante résulte en ce que la robe constituait un vêtement plus praticable pour le jeu ou pour changer les langes. Il apparaît également que l'indistinction entre les sexes n'était pas considérée comme nécessaire avant l'âge de 5-6 ans environ, âge du premier pantalon pour les petits garçons en général. Ce serait à partir du XIXe siècle que la mode enfantine se soit polarisée, allant de pair avec une certaine homogénéisation de l'habit masculin, là où les siècles précédents, et notamment le XVIIIe siècle, faisaient montre d'originalité et de couleur dans la mode pour hommes. Il existe tout de même une certaine survivance de ces coutumes, avec la robe de baptême portée autant par les petites filles que par les petits garçons. Et bien évidemment, des lois se dressent peu à peu en lien avec la désapprobation sociétale contre la pratique du travestissement, comme l'ordonnance du 16 Brumaire en 9, 7 novembre 1800, qui stipule l'interdiction du port du pantalon pour la femme, à l'exception de celle porteuse d'une autorisation, comme ce fut le cas pour la peintre Rosa Bonheur, qui en demanda une afin de pouvoir observer ses sujets sur le terrain. Cette fameuse ordonnance est désormais célèbre car elle ne fut supprimée qu'en 2013, même si elle n'était plus du tout respectée depuis longtemps. On invoquait aussi souvent, par un bien malheureux raccourci, le crime d'homosexualité ou crime de sodomie contre les personnes qui se travestissaient, un crime qui pouvait être puni de pendaison d'ailleurs. La pratique du travestissement n'a cependant pas disparu avec ces interdictions, et il se crée alors des lieux de rencontre clandestins pour les communautés qui souhaitent les pratiquer, festivement ou identitairement, mais aussi vivre leur sexualité et tout simplement remettre en question les normes. Au XVIIIe et XIXe à Londres par exemple, se créent les Molly Houses, qui seront traqués par la police. De nombreux rapports de descente dans ces lieux montrent d'ailleurs l'indignation de ces policiers d'y trouver des hommes habillés en femmes, voire qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes habillés en femmes et parés de bijoux. Les personnes accusées ne seront pas toujours condamnées à mort, mais parfois à des peines de prison plus ou moins longues, voire à des peines humiliantes. Le drag moderne se nourrit donc de cette histoire et se part alors d'une dimension infiniment et essentiellement transgressive et politique. On arrive enfin à cette période que les spécialistes de la drag culture définissent comme les débuts du drag moderne, la fin du XIXe siècle, ou la naissance des personnages drag, queen, king, queer et plus, tels qu'on les comprend aujourd'hui. À noter d'ailleurs que la naissance du drag moderne va de pair avec l'apparition d'une communauté à proprement parler, qui se structure petit à petit. Et le lieu qui a particulièrement structuré cette communauté, c'est plutôt un événement, c'est-à-dire le bal. Le premier dont on a eu des sources a eu lieu en 1869 au Hamilton Lodge à Harlem et fut organisé par William Dorsey Swann, un ancien esclave américain qui fut également activiste queer. Ces fameux bals, ou balls, deviendront petit à petit l'une des pierres angulaires de la culture drag, mais aussi LGBTQIA+, et, même si la répression reste présente, permettent à la communauté de se structurer et de se renforcer. Communauté qui sera d'ailleurs particulièrement visible au début du XXe siècle, jusque dans les années 30. On se demande bien pourquoi. Cette volonté de faire communauté et d'être visible se retrouve également en dehors de l'Occident, comme avec la revue Takarazuka au Japon, fondée en 1914 dans la ville du même nom. Ici, l'équipe est à grande majorité féminine, c'est-à-dire que ce sont des femmes qui jouent les rôles féminins et masculins, l'inverse du kabuki quoi. Ces actrices sont alors appelées des otokoyaku. Cette revue existe toujours par ailleurs et jouit d'un large succès puisqu'elle reçoit plus de 2,5 millions de spectateurs par an. Au cours du début du XXe siècle et particulièrement pendant l'entre-deux-guerres, c'est un véritable vent de liberté qui souffle sur Berlin, Londres et Paris.
On y voit fleurir les lieux où on peut exprimer sa sexualité, mais aussi sa créativité, performer en drague, etc. Comme par exemple le bal du Magic City, qui est couvert par la presse et rassemble beaucoup de monde, participants, mais aussi beaucoup de détracteurs qui attendent à l'entrée pour insulter les gens qui y vont. Aux USA, à contrario, c'est un véritable retour conservateur que l'on observe pendant cet entre-deux-guerres. C'est en effet la fameuse époque de la prohibition. L'alcool est interdit et on ferme donc un bon nombre de lieux de fête. Des lois ciblant les communautés queer vont de plus être promulguées. On se fait donc discret à nouveau et des bars clandestins vont fleurir un peu partout, dont certains spécialement ouverts pour la communauté. Ce qui va encore plus renforcer le sentiment de la communauté en création. C'est également la période du Pansy Craze. Il s'agit d'une période au cours de laquelle les drag queens atteignirent plus de visibilité, notamment par le succès qu'elles rencontrèrent en tant que performeurs dans les cabarets et les bars clandestins, ou speakeasy, et notamment à Chicago, New York et Los Angeles. C'est notamment au cours de cette craze que le drag connut ses premières évolutions en dehors de la traditionnelle binarité homme-femme. Ginny Malin, par exemple, surnommée la Queen du Pansy Craze, s'amusait autant avec les robes qu'avec les smokings, ce qui donnait un look plus androgyne à sa performance. Citons aussi Gladys Bentley, chanteuse de blues, qui est non seulement considérée comme l'un des premiers drag kings, mais faisait aussi partie du mouvement Harlem Renaissance pour la promotion de l'héritage afro-américain dans la culture américaine, aux côtés de Duke Ellington, Josephine Baker ou encore Louis Armstrong. Le conservatisme est toujours cependant bien présent, poussant de nombreux performeurs à quitter le pays en direction de l'Europe, Paris, Berlin et Londres notamment, jusqu'à ce que la vague conservatiste les rattrape. Le coup de grâce sera donné par l'arrivée du national-socialisme allemand. Beaucoup de cabarets berlinois sont fermés et la communauté LGBTQIA+, qui ne s'appelait pas encore comme cela à l'époque, est traquée et maltraitée. Pendant un court instant, Paris se montrera comme le dernier refuge européen et affichera une plus grande tolérance, valeur portée notamment par des figures comme Josephine Baker. Et oui, encore elle. Le drag en France, par ailleurs, fait montre d'une culture plus portée sur une tradition du cabaret, du vaudeville et de manière générale du comique. À la sortie de la guerre, c'est un nouveau tournant qui attend le drag et la culture LGBTQIA+. Les soirées drag représentent désormais un refuge pour les populations opprimées et marginalisées. C'est désormais une affaire de sociabilité, un moyen de faire communauté, de se reconnaître, s'organiser et s'unir pour mieux se soutenir. La voix de cette communauté enfle et dans les années 50 et surtout 60, elle se politise, tandis que le conservatisme et la discrimination ordinaire reviennent à la charge. En réponse, des lieux safe émergent et constituent des bastions de la contre-culture. L'une des premières et les plus connues est la Casa Susanna, une maison sur les Catskills où Susanna Valenti tenait un magasin de perruques et où la communauté queer se retrouvait. Ces houses, qui figurent des lieux mais aussi des familles de substitution pour ceux qui ont été rejetés de la leur, ou ont fui, seront un facteur non négligeable de la structuration de la communauté LGBTQIA+ moderne. Mais c'est avec les célèbres émeutes du 28 juin 1969 qu'on marque souvent la naissance de la communauté LGBTQIA+, et surtout du mouvement du même nom, qui se bat pour de meilleures visibilités et représentations, et tout simplement de meilleures conditions de vie. Il s'en suivra de nombreux événements qui structureront la communauté, comme la création du Gay Liberation Front, ainsi que de nombreux journaux qui serviront de lien et de support de visibilité. C'est aussi la période de création de groupes de performeurs qui politisent leur message, comme les Sisters of Perpetual Indulgence, créées en 1979, qui existent toujours et possèdent une antenne en France, laquelle remplit de nombreuses missions, comme l'intervention auprès de jeunes publics. En France aussi, il se crée de tels mouvements, et notamment à la suite des événements de mai 68, qui n'a pas vraiment laissé la place aux problématiques LGBTQIA+, mais aussi féministes. Ainsi, naîtra le Front homosexuel d'action révolutionnaire, qui se scindra dans d'autres mouvements naissants, comme les groupes de libération homosexuelle, les Gouines Rouges, ou le mouvement de libération des femmes, le fameux MLF. La communauté gagne alors de la visibilité, et on assiste à de belles avancées, comme la suppression, il était temps, de la différenciation des personnes hétérosexuelles et homosexuelles dans le code pénal en ce qui concerne la majorité sexuelle. Elle était en effet à 15 ans pour une relation hétérosexuelle, contre 21 puis 18 pour une relation homosexuelle. Mais c'est vraiment entre les décennies 70 et 90 que va naître la popularité du drag, qui ne s'est jamais démenti depuis. Des artistes commencent à se faire une place comme Divine ou Dame Edna Average, et des œuvres voient le jour comme le documentaire Paris is Burning ou The Rocky Horror Picture Show. On saluera aussi la chanteuse Mylène Farmer qui se fait accompagner de drag queens sur scène lors de son tour 96 sur la chanson Sans contrefaçon. Alors certes, ce succès est aussi lié aux producteurs qui, voyant la popularité du mouvement, se disent qu'il y a pas mal d'argent à se faire, mais ces profits permettent toutefois des projets de plus grande échelle et donc plus de visibilité pour la communauté. Cette popularité explosera au cours des années 2000-2010. Son influence atteint désormais une audience mondiale, notamment grâce à l'émission RuPaul's Drag Race qui sera créée en 2009 et remportera, à ce jour, 12 Emmy Awards. À ce moment, l'histoire commence à s'inverser et on passe de culture underground, marginalisée, à succès planétaire. Toutefois, cette popularité d'ampleur ne doit pas faire oublier que tout n'est pas encore acquis.
une dimension qui figure bien dans le phénomène Drag Race avec les séquences dans l'atelier, où les candidats peuvent partager leur quotidien, autant leurs joies et leurs accomplissements que les violences qui sont encore malheureusement répandues. Une plateforme pour un combat qui est encore loin d'être achevé. Les bals, ou balls, sont un pilier de la culture LGBTQIA+, comme on le disait un peu avant. Ce sont des lieux où la communauté se retrouve, s'amuse, partage et se soutient. Alors, les bals travestis existent, dans leur forme moderne, depuis la fin du XIXe siècle, notamment grâce à William Dorsey Swann, un activiste afro-américain. Tout le monde pouvait y participer, on y montrait sa tenue, grâce à laquelle on pouvait gagner des prix. Une organisation qui ne changera pas vraiment par la suite. Cependant, à l'époque, les participants sont surtout blancs et très peu d'autres communautés gagnent des prix. Petit à petit, le bal va s'institutionnaliser. Les communautés noires et latinos, souvent marginalisées au sein de la compétition, vont alors créer leur propre réseau de bals, grâce notamment à l'intervention de Crystal et Lottie LaBeija, qui lanceront la House of LaBeija, qui marquera le début de la culture ballroom moderne à Harlem avant de s'étendre dans le pays puis à l'international. Un élément est fondamental dans cette culture ballroom, les maisons ou houses qu'on a déjà mentionnées. Celles-ci sont des lieux, mais également des familles de substitution pour les membres de la communauté, et plus particulièrement les membres noirs et latinos, qui sont encore plus précarisés. Chacune de ces maisons fonctionne comme une famille de sang. Elle est dirigée par un père ou une mère qui fournit le gîte et le couvert, mais aussi un espace d'entraide. La plupart du temps, les enfants insèrent le nom de leur maison dans leur nom de scène, comme Crystal LaBeija, Victoria LaBeija, etc., etc. Les membres d'une maison concourent ainsi au cours du bal sous la bannière de ladite maison, chaque trophée gagné ajoutant à son prestige. Alors, ok, mais concrètement, comment ça se passe un bal ? Pour commencer, on vous conseille le célèbre et absolument iconique documentaire Paris is Burning de Jenny Livingstone. Sorti en 91, il infiltre les coulisses de la culture ballroom de la fin des années 80 à New York, qui fut d'ailleurs l'une des places fortes de la naissance de la dite culture. Alors, un ball c'est une compétition de performance. Il s'agit pour les participants de tenter d'incarner au mieux la catégorie dans laquelle Yale concourt. Si les premiers balls ressemblaient un peu au beauty pageant qu'on peut voir un peu partout aux USA, les bases du ball moderne furent posées par la communauté LGBTQIA+, latina et afro-américaine qui se voyait peu représentée. La compétition comporte des épreuves de danse et notamment de voguing. Danse apparue dans la communauté latina et afro-américaine qui consiste à reproduire, en gros, les poses que l'on peut voir dans le magazine Vogue. D'où le nom de voguing. On y retrouve également un bon nombre de catégories, désormais également associées au monde du drag, comme le lip-sync ou le hosting, chaque participant ayant ses spécialités. Mais le cœur de la culture ballroom, c'est la compétition de tenue et surtout la performance. Butch Queen Realness, c'est-à-dire le plus réaliste possible, Female Queen Realness ou encore Schoolboy, Schoolgirl, Town and Country, Well-Dressed Men of the 80s, High Fashion Parisian, il existe beaucoup de catégories, puisant dans l'imitation de genre, de catégories sociales et de personnages. Il s'agit de s'appliquer à devenir qui on souhaite, et pour beaucoup, d'imiter des catégories qui leur sont fermées. Il faut bien rappeler ici qu'un ball, avant d'être un événement de divertissement, c'est un lieu de rencontre, de soutien et d'expression d'une communauté encore trop marginalisée. Si cette culture ballroom est de plus en plus démocratisée, notamment grâce au travail d'artistes comme Madonna ou Kitty Smile, il ne faut pas oublier sa dimension intrinsèquement politique. Déjà, se travestir et performer en drague lorsqu'on est un homme, c'est compliqué, comme on l'a vu. Mais si vous êtes une femme, c'est encore autre chose. Le travestissement et la performance de genre ne revêtent, en effet, souvent pas la même signification. Au cours de l'histoire, il s'agissait surtout d'accéder à des privilèges réservés à la gente masculine, le patriarcat venant s'ajouter à la peur du bouleversement des normes. Les femmes n'ont que très peu été acceptées sur les planches des théâtres au cours de l'histoire, et n'ont donc pas eu beaucoup d'occasions de jouer d'autres rôles que celui qu'on leur a inculqué. On salue cependant, encore une fois, la revue Takarazuka et ses Otokoyaku. Dans la vraie vie, on observe toutefois quelques exemples, comme la reine Hatshepsut de la 18e dynastie, en Égypte antique, qui devint pharaon et remplaça même sur ses représentations ses attributs de reine pour la barbe postiche, le sceptre et la double couronne, et tous les attributs masculins. On retombe malheureusement encore une fois dans le fameux cas d'une personne au statut privilégié qui peut se permettre. Mais on retrouve d'autres exemples au sein du commun des mortels, comme les deux femmes pirates, les célèbres Anne Bonny et Mary Read, ou la terrible chinoise Xingxi, lesquelles s'étaient parées des attributs masculins, car les femmes n'étaient pas autorisées sur les bateaux. On peut citer également, parmi les artistes, Amantine Aurore Lucille Dupin de Franqueuil, qui non seulement s'habillait en homme régulièrement, fumait le cigare, mais publia également ses romans sous le pseudonyme de George Sand. Ou encore l'artiste peintre Rosa Bonheur qui se vit accorder une permission de porter le pantalon afin d'aller observer ses sujets sur le terrain, c'est-à-dire les animaux qu'elle peignait en grand format,
deux caractéristiques réservées aux hommes la plupart du temps. Nommons également l'icône Marie Marvin, qui fut sportive multimédaillée, alpiniste, aviatrice, journaliste, infirmière et inventrice, rien que ça, qui s'habilla en homme afin d'aller combattre sur le front pendant la Première Guerre mondiale. Elle ne fut démasquée qu'au bout de 47 jours. Aujourd'hui encore, les effets du patriarcat se font sentir. Si vous pouvez me citer au moins une drag queen, il vous sera difficile de nommer un drag king. Ils sont, en effet, encore assez peu visibles, malgré la popularité grandissante du drag en général. C'est pourquoi on vous invite à passer par leurs shows, qui sont tout aussi quali que ceux des queens. S'il y a un personnage absolument légendaire dans le monde du drag, c'est bien RuPaul. Né RuPaul André Charles le 17 novembre 1960 à San Diego en Californie, il grandit auprès de trois sœurs à qui il emprunte régulièrement les robes et le maquillage. Dans les années 80, il déménage à New York, fonde un groupe de musique et devient une figure de la vie nocturne avec son personnage de la Queen RuPaul. En 1994, il signe une collaboration avec MAC Cosmetics. Campagne historique puisqu'il s'agit non seulement de la première collaboration d'une aussi grosse marque avec une drag queen, mais elle va aussi permettre de lever des fonds pour le sida avec la fondation MAC AIDS Funds. Il devient alors une véritable figure de proue de la communauté LGBTQIA+, et est invité sur des plateaux télé où il parle de sujets comme le racisme, la misogynie ou l'homophobie. En 1996, il crée son propre show, le RuPaul Talk Show. Et en 2009, c'est le phénomène RuPaul Drag Race. L'émission est un véritable succès. Elle s'est depuis exportée un peu partout, notamment grâce au développement des plateformes, et a donné naissance à des spin-offs dans le monde entier, et notamment en France. RuPaul a ainsi réussi un tour de force en rendant mainstream une culture jusqu'ici underground. Depuis, les shows drag ou même juste la présence de drag queen à un événement sont devenus plutôt courants. Drag Race est également devenue une plateforme pour les artistes drag et beaucoup de participantes sont devenues des stars et ont lancé leurs propres shows, albums, podcasts, etc. RuPaul a également veillé à ce que le drag ne perde pas ici sa veine militante, et l'émission est souvent également une plateforme pour partager des expériences entre queens, mais aussi pour la représentativité des différentes nuances de l'arc-en-ciel drag avec des drags hétéros, des hommes trans, etc. RuPaul mis à part, il existe d'autres grandes figures de la culture drag, et LGBTQIA+, en général, tout aussi iconiques. On pourrait parler de Coccinelle ou Jacqueline Charlotte Dufresnoy, chanteuse, danseuse et artiste française, qui performa dans le célèbre cabaret chez Madame Arthur, et fut l'une des premières femmes transgenres mainstream. Citons également Harry Glenn Milstead, aka Divine, icône des films de John Waters. Elle fait partie de cette première vague de drag queens dans les années 70-80 qui investissent la culture populaire mainstream. Elle fut nommée pour de nombreux prix, comme le Grand Prix du jury au Festival de Sundance, et serait, selon certains, l'inspiration pour l'esthétique du personnage d'Ursula dans La Petite Sirène de Disney. Parlons également de Dameda Average, performée par l'humoriste australien Barry Humphries. S'étant fait connaître dans les années 50 à Melbourne, elle est aujourd'hui une figure appréciée de la télévision anglo-saxonne et a même été présentatrice pour la cérémonie du Jubilé d'or d'Elisabeth II en 2002. Côté œuvre, citons évidemment le documentaire Jenny Livingstone dont on a déjà parlé, Paris is Burning, qui, s'il n'a pas forcément été bien reçu par tout le monde, a fait énormément parler de lui et a donc offert une belle visibilité à la culture ballroom et à ses protagonistes comme Will Ninja. Empli de références de la scène drag encore usitée aujourd'hui, il représente un des rares documents de l'époque. Parmi les autres œuvres qui ont fait date, on peut encore parler du Rocky Horror Picture Show, qui fut un flop à sa sortie, mais qui connut un succès phénoménal a posteriori et qui est toujours diffusé 40 ans après sa sortie. Ou encore le film Priscilla, folle du désert de Stephen Elliott, qui remportera l'Oscar et le BAFTA des meilleurs costumes en 1995, le prix du meilleur film au Festival de Seattle, et sera nommé pour les Golden Globes de la meilleure comédie et du meilleur acteur dans une comédie pour Terence Stamp, qui interprète le rôle principal. Communauté, transgression, politique, flamboyante, résiliente, le drag c'est tout cela à la fois et bien plus encore. Marginalisé, caché et souvent puni, la drag queen et ses alter ego, drag king, queer et autres things, sont plus vivants et visibles que jamais. Figure d'émancipation, le drag expérimente et démonte les normes, défend les causes de sa communauté et éduque par le rire sans relâche. En d'autres termes, la drag queen est une combattante, usant de toutes les armes à sa disposition et bien souvent le rire. En cela, elle est une figure éminemment politique.